Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis, aujourd'hui je suis vraiment content et heureux de vous retrouver dans la rubrique paranormale, c'est normal, puisqu'aujourd'hui je vais accueillir Nico Augusto, vous le connaissez certainement, il est passionné de jeux vidéo et également cofondateur de la fameuse équipe française en enquêteur de phénomènes paranormaux, la très célèbre RIP pour les intimes. Bonjour Nico, comment vas-tu ? Salut Alexis, merci de ton invitation. Pouvoir enfin partager avec un public un petit peu différent, public belge, parce que je sais que tu es basé en Belgique, même On si a, beau- j'imagine que beaucoup de francophones vont aussi regarder la on a vidéo. beaucoup de Français, oui, oui. Voilà. En tout cas, merci de me donner la parole sur un sujet qui est, on va en parler, hein, qui est vraiment un sujet important pour tous ceux qui se passionnent ou qui ont envie de comprendre un petit peu ce qui est en train de se dérouler aux États-Unis, C'est qui est ça, parce que l'exceptionnel OVNI. tu vas pas, voilà, effectivement, tu vas pas nous parler de paranormal aujourd'hui, mais d'ufologie, quoique, encore une fois, c'est un petit peu, disons, tout ça, on peut l'englober encore une fois, puisque tout est interlié quelque part. Donc, effectivement, tu vas nous présenter aujourd'hui, alors, des acteurs, disons, de l'ufologie, du côté de l'ufologie, en tout cas officielle, des acteurs qui ont participé, disons, au déploiement de certaines révélations, au grand public en tout cas, puisqu'on le sait très bien, l'ufologie, c'est quand même encore un domaine qui est quand même presque élitiste dans le sens qu'il y a beaucoup de choses cachées, il y a beaucoup de choses qui sont fausses, vraies, etc. C'est un grand panier de crabes aussi, on le sait, comme dans tous les domaines. Mais là, donc, tu vas nous parler de personnages quand même relativement importants au niveau justement de la divulgation. Tout à fait, exactement. Des personnages hauts en couleur d'ailleurs. Oui, des personnages assez surprenants. Certains d'entre vous qui nous écoutent les connaissent, mais je pense qu'une majorité ne connaissent pas ces personnages. Alors, avant de démarrer, effectivement, les gens me mettent cette étiquette de chasseur de fantômes. Je ne suis jamais considéré moi comme un chasseur de fantômes. C'est plutôt les médias, la presse, hein, qui nous a affublés de ce titre que je trouve ridicule. Nous, on est des enquêteurs, des observateurs de phénomènes paranormaux, mais dans 90% des cas, voire 95% des cas, ce sont des phénomènes que l'on peut expliquer de façon globalement rationnelle. Moi, j'ai toujours eu un penchant concernant l'ufologie parce que c'est ce qui m'a amené dans le sujet. J'ai vécu une expérience, une observation en 1997, donc ça remonte assez loin. Et puis, je me suis intéressé à ce phénomène que je ne connaissais pas à l'époque du tout. J'ai observé une sphère métallique en pleine journée. Très rapidement, j'étais avec un ami, ça s'est déplacé de gauche à droite et elle a disparu, sans son, sans rien. Bon, sur le moment, on ne sait pas trop comment réagir, on ne se pose pas forcément de questions, surtout que j'ai quoi, je dois avoir 16-17 ans. Et c'est avec les mois, les années qui vont succéder à cette observation que je vais me rendre compte au final que c'est un puits d'informations, que je ne suis pas le seul à vivre ce genre de choses. On est extrêmement nombreux à travers la planète, à rapporter plus ou moins les mêmes témoignages, mais de façon encore plus intéressante, je dirais qu'il y a des témoignages très précis de militaires un petit peu partout sur notre planète. Je pense à l'Angleterre, je pense aux États-Unis, je pense aussi à certains cas au Japon, je pense aussi à la France, en Belgique, bien évidemment aussi. Et puis, c'est là qu'on se rend compte, comme tu viens de faire cette introduction, donc je rebondis un petit peu dessus, que c'est un sujet beaucoup plus complexe, très élitiste, parce qu'il y a un amas d'informations et on ne sait jamais sur quel pied jongler. Et aujourd'hui, avec le sujet qu'on va aborder, tu vas voir Alexis, hein, on en parlait tout à l'heure en off, c'est vraiment un sujet assez complexe au final. Et je pense que nos auditeurs vont prendre le parti d'un côté ou de l'autre, ou peut-être rester neutre, je ne sais pas. Mais c'est une affaire qu'on va entendre parler dans les mois et les années qui arrivent, c'est une certitude. Ouais, alors c'est vrai que c'est le but, hein, c'est le but de l'émission, c'est toujours de proposer des émissions où les gens se font leur propre avis, on n'est pas là pour les guider sur telle ou telle vérité, voilà, on propose des faits, là c'est un pan de l'histoire de l'ufologie, ça fait partie de l'ufologie, c'est une des nombreuses facettes que Nico va nous présenter aujourd'hui. Parce que voilà, il y en a beaucoup, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis le début, avec d'autres sujets, naturellement. Et c'est vraiment, voilà, très important. Je pense qu'il est justement important, pour ne pas me répéter, de parler de ces fameux personnages, hein, que sont par exemple Stephen Greer, qui est donc un médecin américain, qui s'est intéressé à l'ufologie également.
et qui a lancé le fameux projet Disclosure, si je le dis bien. Voilà, donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, je crois que c'était en 2001, je pense, Nico. Alors, lui, il est dans le domaine depuis plus longtemps que cela. D'accord. Mais effectivement, en 2001, il va avoir cette capacité assez extraordinaire de rassembler tout un ensemble de hauts fonctionnaires américains, notamment militaires, de la défense et tout ça, pour les rassembler à un événement qui s'appelle le National Press Club à Washington, pour évoquer la problématique OVNI, donc la divulgation du sujet auprès du grand public. Et il va faire tout un ensemble de travaux intéressants, même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'apprécient pas forcément, mais en étant assez objectif, il y a certaines choses qui sont très intéressantes dans son message, dans les informations qu'il va nous partager. Et il va un petit peu s'opposer aux nombreux personnages que je vais présenter aujourd'hui, parce que Dr. Stephen Greer est quelqu'un de relativement connu, même je dirais assez connu dans le milieu. Notamment, il y a son livre en français qui s'appelle Non reconnu ou en anglais Unknown Knowledge, qui est aussi un documentaire sur Netflix. Donc c'est un personnage qui est assez, on va dire, médiatisé depuis quelques années, vu que ça fait, je sais pas, 35-40 ans qu'il est dans le milieu. Donc pour nos internautes qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a un background, qui a comment dire, un passé médical. Il a travaillé à des postes très élevés dans des hôpitaux cliniques. Et puis, c'est vraiment son passé. De toute façon, on le voit, on le ressent dans sa façon de communiquer, avec la façon dont il a de traiter tel ou tel sujet. C'est très intéressant. Ce qui en fait un personnage, on va dire, un peu les pieds sur terre, on va dire, pour le grand public. Même si, en creusant un petit peu, il y a certaines petites choses qui vont nous faire tiquer sur le Dr. Stephen Greer, mais ça, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Est-ce que tu veux que je commence par le début? Est-ce que tu... Alors tu commences par où tu veux, parce que je sais que tu as énormément de choses à dire. Par contre, ce que je n'ai pas encore précisé, c'est vrai qu'on ne pourra pas tout dire effectivement aujourd'hui dans cette vidéo, parce que Nico aimerait revenir, donc c'est une très bonne nouvelle, pour nous parler effectivement de la suite, parce que tu vas en parler tout à l'heure, je suppose, c'est que il y a des informations finalement qui sont filtrées toutes les semaines en ce moment. Hein, donc je te laisse commencer par où tu veux, mon cher Nicolas. Ok, alors pour vous donner une idée, donc ce sujet-là, moi ça fait quelques années que je suis un des personnages qui s'appelle Tom DeLonge depuis quelques années. Je regarde ses faits, ses gestes, ses actions, comment il a quitté. Donc c'est un musicien, c'est le musicien du groupe Blink 182, si je dis pas de bêtises, donc le groupe de musique rock'n'roll, qui est un passionné d'OVNI depuis les années 2000. Un petit peu comme vous et nous, si vous êtes de la génération 80. Et par sa médiatisation, par son argent, par sa notoriété, il va avoir la possibilité d'être écouté par certains médias et d'attirer des personnages autour de lui pour créer un groupe que l'on va évoquer tout à l'heure, qui s'appelle To the Star Academy Art and Science, qui est une sorte de fondation, mais je reviendrai là-dessus en détail. Donc, ces différents personnages, je les suis depuis un moment. Je sais que amis ufologues qui nous écoutez aussi, vous en suivez certains. On va mentionner Jim Sullivan, par exemple, Dr. Alpetov aussi. On va mentionner bien évidemment Robert Bigelow. Et je sais, vous, ufologues, que vous les suivez aussi. Et c'est vrai que là, depuis le mois d'octobre de l'année dernière, eh bien, ces personnages se sont alignés avec un intérêt commun que l'on a peut-être sous-estimé, peut-être que certains d'entre vous ont été surpris, pour entrer dans une phase de divulgation aussi, à l'image un petit peu du Dr. Stephen Greer, mais avec des intérêts différents et surtout le tampon officiel, globalement étatique du gouvernement américain, même si vous allez voir, c'est un petit peu plus subtil que ce qu'il n'y paraît. Alors, les faits sont entre le 16 et le 18 décembre 2017, différents magazines américains, presse américaine, les gros, dont le New York Times, le Washington Post, CNN Politics, Fox News, CNN TV et d'autres, vont donner la parole à un homme que l'on connaît que, on va dire, très très peu, même les ufologistes ne connaissent probablement très peu ce personnage. Cet homme s'appelle Luis Elizondo. Et c'est un ex-senior intelligence official du département de la défense américaine qui va
qui a travaillé pendant plusieurs années consécutives sur un projet spécial, top secret sur les ovnis. Et donc, du coup, cet homme prend la parole dans ces différents médias très mainstream américains sur l'existence d'un groupe qui étudie le phénomène OVNI de façon officielle et chapeauté par le gouvernement. Donc, on nous dit là, depuis globalement le projet Blue Book, qui avait été à l'époque d'Alan Hynek, qui était un scientifique qui avait été embauché par l'US Air Force pour débunker toutes les observations, et puis au bout d'un certain temps, il s'est rendu compte que ces observations étaient finalement réelles, et donc du coup, c'est retourné contre l'US Air Force. Tout le monde, globalement, dans le milieu de l'UFO, paie son respect à Dr. Alan Hynek, hein, c'est un grand monsieur. Et bien, depuis cette époque-là, pendant toute cette longue période, le gouvernement américain a toujours nié son implication dans quoi que ce soit qui pourrait avoir au sujet des ovnis. C'est-à-dire que non, il n'y a pas de projets spéciaux, non, on n'étudie pas le phénomène. Et là, comme ça, pouf, dans une sorte de feu d'artifice, entre le 16 et le 18 décembre 2017, sur les plus grands médias américains, Luis Elizondo, pas n'importe qui, prend la parole et dit que le gouvernement a financé, étudié le sujet et que ça continue. Parce que ce qu'on va voir, c'est que Luis Elizondo a quitté ce groupe pour en rejoindre un autre, mais il le dit, ça continue. Quand il est parti, tout était bien mis en place, les choses allaient bien, mais et on va évoquer pourquoi il est parti, tout ça. Alors, pour rentrer un petit peu plus, donc qu'est-ce que c'est que ce projet secret? Qu'est-ce que c'est que ce projet d'information? Alors, ce groupe qui a un nom un peu barbare, AATIP, je ne sais plus exactement comment ça se prononce, mais c'est globalement un groupe scientifique, militaire, pour observer s'il y a une menace aérienne dans l'espace américain, si ces objets que l'on aperçoit depuis des dizaines, des centaines, voire plusieurs siècles dans notre ciel sont réels ou pas. Et donc, du coup, tout démarre de ça. Et donc, du coup, ce programme dans lequel Luis Elizondo va être le chef, il y prend part entre 2007 et 2012. Donc, pendant 5 ans, il est à la tête de ce programme et il va récupérer énormément de témoignages de militaires américains essentiellement, et puis aussi d'autres choses un petit peu autour, qu'il évoque très peu pour le moment. Pour l'instant, c'est très officiel, c'est très militaire. Et ils vont essayer de comprendre comment ces objets ont ces capacités de déplacement, de low visibility, comme ils disent, de faible densité, pourquoi ils n'émettent pas de son, pourquoi est-ce que c'est un danger pour la sécurité nationale américaine essentiellement. Il faut se mettre dans le contexte, ce sont des Américains, ils en ont un peu rien à faire de l'espace aérien mondial, ils s'occupent de leur pays, même si effectivement, et bon, on sait qu'avec l'OTAN et bon et tout ça, ils ont quand même et puis la guerre froide aussi. Hein, Exactement. Voilà. On sait qu'ils dirigent un peu tout. Ils ont des bases d'écoute un peu dans tous les pays. On pensera notamment au projet Échelon, en n'en mentionnant pas d'autres. Alors, pour lui, les informations observées démontrent qu'il est envisageable que nous soyons visités, et c'est comme ça qu'il conclut son interview sur CNN Politics, donc face caméra, avec une journaliste qui dit bon, bah, vous êtes en train de nous dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Si c'est pas les Chinois, si c'est pas les Russes, qu'est-ce que c'est? Et il dit we may be visited. Et donc il dit il semblerait que nous soyons bien visités. Il ne va pas, il dit pas encore officiellement c'est des extraterrestres qui sont petits gris. Non, c'est pas le cas. Il dit il habitue petit à petit la presse, je dis bien parce que c'est la presse qui est plus compliquée à on va dire, à informer que le public. C'est une erreur du public de croire que le public n'est pas prêt. Non, c'est la presse qui fait attention au sujet qu'elle va aborder. Je vous donne un exemple. Si Luis Elizondo, peu importe son statut militaire et tout ça, avait dit si les ovnis, c'est des extraterrestres, il n'aurait probablement pas eu la même couverture médiatique auprès du New York Times, Washington Post et CNN Politics. Là, il dit on observe par le biais des militaires des objets volants non identifiés qui sembleraient venir d'ailleurs. Donc, il fait attention aux mots qu'il choisit et vous allez voir que Luis Elizondo, la position qu'il prend dans ce nouveau groupe
to the Star Academy Art and Science, eh bien, c'est la position de celui qui va informer la presse et le public. Il y a peu de chances qu'on voie d'autres personnages dans le court terme, du moins, prendre la parole. Parce qu'il a une certaine aura. Hein. Si vous l'avez entendu parler, il parle très bien. Il a un background militaire, c'est un super patriote. Donc, pour les Américains, c'est parfait. C'est quelqu'un d'extrêmement sérieux et tout ça. Alors, j'ai été gratter un petit peu ces informations parce que c'est toujours bien d'aller vérifier plusieurs sources, tout ça. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, donc c'est le New York Times qui révèle en premier l'information dans la presse américaine et suivi du Washington Post. Donc, c'est la journaliste Helena Cooper qui révèle l'affaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas n'importe qui, cette dame, Helena Cooper. Donc, elle est correspondante au New York Times pour le Pentagone. Elle rejoint donc le journal en 2004, puis devient diplomate correspondant en 2009 pour la Maison Blanche. Donc, en fait, elle a cette capacité, par sa position entre son employeur, le New York Times, et son ancien employeur, la Maison Blanche, créer des ponts d'informations pour véhiculer tel ou tel type d'information. Là, en l'occurrence, on parle de l'information OVNI par le biais de Luis Elizondo. Et ce que vous allez remarquer au fur et à mesure qu'on évoque tout sujet, c'est que tout est minutieusement orchestré. Rien n'est laissé au hasard. C'est-à-dire que Helena Cooper, on la met dans les petits papiers rapidement. Elle est depuis 2009 à la Maison Blanche, donc elle connaît Luis Elizondo, elle connaît Jim Sullivan, elle connaît tout un ensemble de personnages, même si elle fait partie de l'administration, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle n'est plus tout à fait à la Maison Blanche aujourd'hui. Si elle faisait partie de l'administration Obama, aujourd'hui c'est une autre administration, c'est l'administration Trump. Vous allez voir, c'est très intéressant parce que tout ce truc de To the Star Academy Art and Science s'est déroulé pendant l'élection présidentielle, mais aussi surtout pendant la présidence Obama, qui est historiquement proche des Clinton, alors que Trump est l'opposé, mais pourtant les divulgations vont avoir lieu sous l'administration Trump. Et vous allez voir qu'il semblerait que ces divulgations ne peuvent avoir lieu que sous une administration comme celle de Trump. On va voir, ça va être assez intéressant. Une question qui est légitime, c'est que lorsqu'il prend la parole, il ne vient pas comme ça, les mains vides, Luis Elizondo. Il va montrer différentes vidéos avec ce qu'on va appeler l'OVNI tic-tac, et puis il y en a d'autres. Et puis là, il nous montre donc une vidéo, je vous invite à aller voir, je pense qu'Alexis vous donnera les liens. Et dans ces vidéos, on voit donc effectivement ces objets non identifiés suivis par des pilotes. Je pense notamment au cas de 2004 au-dessus de la baie de San Diego, où on voit cet objet aller très rapidement et puis se déplacer comme ça en oscillant sur sa même trajectoire. Il garde sa trajectoire, mais il a l'impression qu'il a cette capacité assez extraordinaire de pouvoir… Une chorégraphie, hein, oui. Exactement. Et la question légitime, c'est qu'au début, effectivement, on voit ces images, on dit « Oh putain, c'est pas mal », mais c'est surtout les dires de Luis Elizondo qui sont intéressants, plus que les images. Pour l'instant, les images, on en a déjà vu des trucs comme ça, des milliers de fois. Sauf que là, bon, c'est un peu officiel. On évoquera le fait que ce sont sur des gun cam. Donc, bon, je vais le mentionner direct, comme ça, c'est fait. Les images qui ont été montrées proviennent de caméras, de missiles, d'avions américains, d'avions militaires. C'est la première fois de l'histoire de l'Amérique que on release, on donne au public de façon, on déclassifie des images provenant de ces missiles, de ces petites caméras qui sont placées au-dessus des têtes de missiles. C'est la toute première fois, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important à mentionner parce que c'était considéré comme quelque chose d'extrêmement secret, ce que filme la vue des missiles, et là c'est la première fois qu'on va donner ce genre de caméra. Première chose, les deux choses aussi qui nous embrouillent aussi, c'est que Luis Elizondo nous dit bon, j'ai travaillé pour le Pentagone, au département de la Défense, mais aujourd'hui, j'y suis plus. Okay, première information assez étrange. Deuxième point, s'il n'y est plus, comment ça se fait qu'il a accès à ces caméras qu'il divulgue comme ça au plus grand truc de presse? De un, c'est très bien orchestré, comme je le mentionnais un peu plus tard, ou de deux, il fait ça dans le dos du gouvernement. Donc, j'ai été chercher la réponse pour vous. Donc, il ne fait pas ça dans le dos du gouvernement. Le gouvernement a donné une autorisation de déclasser ce genre de documents. Luis Elizondo
et son groupe ont suivi effectivement un protocole de déclassification plus ou moins standard sur ces informations, et ça a été accepté. Bon, ça répond déjà à cette première question. Et la deuxième aussi, c'est que Luis Elizondo, il dit dans son interview qu'il a toujours un accès au Pentagone. Donc ça, j'ai pas trouvé d'informations nettes et précises sur ça. Seulement, c'est dire, sous-entendu qu'il est toujours en contact avec ses anciens boss. Voilà. Donc on imagine bien que quand tu travailles pendant 20 ans à la CIA ou à la NSA, ou ce genre de truc, bon bah tu crées des relations comme dans tout type de boulot. Ça va au-delà du simple contrat, même si c'est des jobs militaires. Ça reste des humains, faut pas minimiser cette information aussi. Donc, on imagine qu'il garde un certain contact avec ses anciens boss, peut-être pour suivre une procédure via To The Star Academy Earth and Science, ce qui est envisageable. Et ce qui va donner des points un petit peu plus tard dans la conversation au Dr Stephen Greer, qui lui nous met en garde vis-à-vis de ça. Alors, notre ami Luis Elizondo, bon, il se fait pas comme ça. Hein, il se fait pas comme ça. C'est un ancien du département. Il a gravité dans différents pôles d'identification. Il a travaillé, comme je vous le disais, sur plein de choses, et notamment, donc, il a travaillé exactement pendant 22 ans en tant que senior DoD, département de la Défense. Donc 22 ans. Il a été impliqué dans différents domaines militaires. Donc le département de la Défense, le National Counter-Intelligence Executive, et le Director of National Intel. Donc, tout ça, c'est du charabia pour beaucoup d'entre vous. C'est ce que évoquait tout à l'heure Alexis. C'est que c'est un milieu assez élitiste, l'ufologie. Et c'est pour ça qu'on prend un peu le temps de vous donner plus d'informations plus faciles. Toute cette boîte, c'est globalement la CIA. Donc, c'est la CIA avec différents noms, différents départements. Certains départements sont spécialisés dans les sciences, d'autres dans l'information, d'autres dans l'antiterrorisme, d'autres, bon, voilà, ils ont différents pôles et ils se donnent plein de noms un petit peu différents. Voilà, ça nous fait penser à la JOITA aussi, qui est le Joint Intelligence de la CIA dans les années 70, avec des renversements de pays tels que le Chili. On pensera aussi aux Chiliens qui ont été renversés par la CIA à l'époque. Bon, la CIA, c'est un énorme organisme qui est supposé être public, mais qui récolte des fonds privés via des marchés noirs de façon régulière pour financer ses recherches. Tout démarre globalement au début des années 2000 par 3 sénateurs, dont un qui est vraiment important, les 2 autres, j'ai un peu mâché leur nom, mais le premier, c'est le sénateur Harry Reid. Donc, c'est un sénateur démocrate, donc qui est lui plus affilié au Clinton, mais qui sera pour globalement une première dans l'histoire, aussi soutenu par un sénateur républicain, donc l'opposé, sur une demande au début des années 2000, une demande sérieuse auprès du gouvernement de créer un projet d'étude sur les ovnis. Donc, vous pouvez aller facilement retrouver les prises de parole du sénateur Reid. Alors, le sénateur Reid ne dit pas de façon officielle que ce sont des extraterrestres et tout ça. Il dit simplement, il y a des observations. On a des zones militaires qui sont mises en carence sur des sites nucléaires aux États-Unis et puis dans d'autres pays voisins. Posons-nous, bon Dieu, la question de est-ce qu'il y a un danger pour notre sécurité aérienne? Voilà quel est globalement, on va dire, le raisonnement logique, on va dire, d'une personne un peu éduquée et qui prend pas, qui reste pas dans un scepticisme abominable quant à toutes ces observations de militaires, de pompiers, de flics, de détectives, de médecins et de gens comme vous et moi, lambda. Bien entendu, voilà. Voilà, depuis des décennies, même on peut évoquer quelques siècles. Donc, tout ça départ au début des années 2000. Effectivement, ça découle d'une envie du sénateur Reid et de ses 2 autres comparses politiques. Mais il y a encore quelqu'un avant, en fait, qui va insuffler ce mouvement, qui va même jusqu'à financer les 22 millions de dollars par an du projet de Luis Elizondo. C'est un homme qui s'appelle Robert Bigelow. Et cet homme, Robert Bigelow, eh bien, peu d'entre nous en ont entendu parler, mais on va dire qu'on en entend un peu plus parler depuis une petite année, parce qu'il a pris, on va dire, la télévision, l'émission 60 minutes américaine, qui est un petit peu l'équivalent de 66 minutes en France, où il a révélé, de façon ultra publique,
qu'il était convaincu que les extraterrestres existaient, mais qu'en plus qu'ils existaient, qu'ils étaient présents sur notre planète. Que ses grands-parents avaient vécu une rencontre du troisième type et s'était extraordinairement passionné par ce sujet-là depuis qu'il était gamin. Et comme il le disait, il était extrêmement mauvais, très mauvais en sciences, mais par contre, il a eu cette réflexion de se dire, je vais faire énormément d'argent dans d'autres domaines, et tout l'argent que je vais avoir, je vais l'investir dans ma passion, qui sont les sciences, la conquête de l'espace et tout ça. Donc, Robert Bigelow fait des millions en créant sa société qui est ce qu'on appelle Extended Stay Hotel, qui est une chaîne d'hôtels aux États-Unis qui vous permet de façon dégressive dans vos prix d'y rester. Par exemple, vous prenez 5 nuits et les prix diminuent au fur et à mesure. Et puis, ces appartements ressemblent plus à des appartements, en fait, des petits appartements que tu mets à la semaine. Oui, parce que aux États-Unis, il faut pas oublier que c'est tout à fait différent, l'état d'esprit est différent par rapport à l'Europe. Les gens peuvent habiter en fait dans un hôtel durant plusieurs années même, en fait. Hein. Ce que nous on ferait pas ici, quoi. Non, chez nous on peut pas, les prix sont trop élevés. Aux États-Unis, les prix sont sur les hôtels et tout ça sont quand même. Mais c'est important à dire, ouais, quand même. Exactement. Et donc du coup, lui, il va faire sa fortune sur cette idée-là et il va créer des centaines d'hôtels un peu partout. Il va générer énormément d'argent dans le real estate, donc tout ce qui est l'investissement de murs. Et il va, suite à ça, créer Bigelow Aerospace, qui est une société qui existe depuis les années 95-97. Bon, on a des informations officielles, mais il semblerait qu'il y ait d'autres ramifications beaucoup plus anciennes. Et par son poids, sa stature, son argent, et l'endroit où il vit, il habite à Las Vegas. Donc Las Vegas, effectivement, est un endroit très particulier. On pense notamment au marché noir, à ce que génèrent les casinos, cet argent qui est redistribué dans certaines sociétés américaines ou offshore, où on pense aussi notamment à Janet, cette compagnie aérienne qui affrète ses travailleurs à la base de Groom Lake, l'Area 51 pour le grand public. Il y a un culte du secret à Groom Lake et Robert Bigelow s'y installe comme tout un ensemble de ses confrères dans la thématique. Et donc, du coup, il monte sa boîte, Bigelow Aerospace, qui est donc une société qui, officiellement, veut promouvoir le voyage sur Mars, le voyage dans l'espace pour toi, Alexis, ceux qui nous écoutent, moi, dans les 20-30 années à venir. Ils ont un objectif d'à peu près 15 ans, là, pour faire les premiers voyages. De façon, on va dire, ils s'emballent peut-être un peu, mais bon, c'est globalement leur objectif, d'envoyer les premiers hommes en termes de voyage sur Mars. Donc, c'est ce qu'il fait, puis en même temps, il finance une recherche privée sur les extraterrestres. On n'en sait pas beaucoup, on sait juste qu'il dépense à peu près 100 millions de dollars par an et qui en fait l'homme qui a dépensé quasiment officiellement le plus d'argent sur les extraterrestres aux États-Unis. Ça en fait un homme puissant, ça en fait un homme qui est affilié effectivement à différents groupes. Je pense notamment à la franc-maçonnerie. Je pense aussi notamment à certains groupes du gouvernement américain et autant démocrates que républicain. C'est quelqu'un qui est lié un petit peu avec tous les grands pontes. Son collègue qui est Elon Musk, on n'a pas forcément besoin de présenter, mais on va lui mettre un petit mot dessus quand même, c'est le créateur de Tesla, PayPal et X-Space. Ce voyage dans l'espace, vous avez bien vu, hein, il a lancé lui-même sa voiture dans l'espace il y a un petit mois. Bon, c'est un businessman, il est passionné par quelque chose et il va tout faire pour essayer de découvrir quelle est la réalité derrière ce phénomène, même si lui, il est convaincu de la réalité des extraterrestres présents sur notre planète. Donc c'est un sacré bonhomme, c'est un sacré bonhomme, et donc du coup c'est lui qui finance ce projet gouvernemental. C'est assez étrange, c'est un privé qui finance un projet gouvernemental sur les ovnis entre 2007 et 2012, géré par Louise Elizondo. Donc rapidement, on peut dire que ces hommes, est-ce qu'ils se connaissent, est-ce qu'ils se côtoient tous, est-ce que on a l'impression qu'ils travaillent un petit peu tous pour leur chapelle finalement, quelque part. Greer, Delonge, Bigelow. Alors c'est toujours assez délicat parce qu'on n'a pas encore énormément
de mémos, d'infos, d'emails, même si Wikileaks fait un super job, et vous allez voir, on va parler de Wikileaks un petit peu après, même si Wikileaks fait un super job pour déclasser tout un ensemble d'infos, il est certain que Luis Elizondo et Robert Bigelow se connaissent. Luis Elizondo l'a mentionné officiellement plusieurs fois dans ses vidéos. Donc là, pour le coup, on sait qu'ils se connaissent. Si Luis Elizondo connaît Robert Bigelow, il est absolument évident que Tom DeLonge connaît Robert Bigelow, et parce que Tom DeLonge est le boss de Luis Elizondo, vu que c'est le former, le créateur de ce groupe To The Star Academy Art and Science. Maintenant, tous ces personnages autour qui sont Jim Sullivan, Dr. Al Puthoff et d'autres, on va les évoquer un peu plus tard. Oui, bien évidemment, qui connaissent tous Robert Bigelow parce que c'est des anciens de la CIA, des anciens de la NSA, des anciens de la NASA, des anciens de Skunk Works, pour ceux qui connaissent, des anciens de Lockheed Martin aussi, qui est à peu près la même connexion. Et donc, du coup, il est évident qu'ils se connaissent, ils peuvent donner l'illusion de ne pas trop se connaître dans les médias, et quand on fait un travail un petit peu de fond, on se rend compte qu'ils vont tous au même bar à Las Vegas boire un verre. C'est une évidence. Le problème qu'il y a avec tout ça, je crois que tu en conviendras, c'est que le grand public, lui, ne comprend plus rien à rien avec toutes ces données. Je me mets un peu à la place de la personne qui n'est vraiment pas du tout dans l'ufologie, qui a éventuellement observé un ovni durant sa vie et qui n'ose pas en parler, comme tu le sais très bien. Il y a peu de gens qui osent encore en 2018 en parler, ce qui est un peu dommage, mais voilà, chacun trouvera la manière de le dire ou de le garder pour soi. C'est personnel en fait, c'est très personnel. Et je me dis que quelqu'un qui ne connaît rien à l'ufologie entend toutes ces nouvelles arriver comme ça, on va dire pré-mâchées, parce que quelque part, voilà, encore une fois, toi tu as fait un travail de fond, tu as été vérifié, des documents, etc., des archives, je suppose. Comment est-ce qu'on peut... Alors là, ça c'est un autre débat, tu vas me dire, ça sort vraiment du cadre, et là, ça fera peut-être partie pourquoi pas d'un direct, d'un live. Comment est-ce qu'une personne, justement lambda, peut encore... disons, s'y retrouver, c'est vraiment la chatte qui a perdu son petit chaton parmi un tas d'informations. Voilà, bon, on le sait très bien. C'est une question très intéressante, Alexis, alors, qui pourrait nécessiter deux heures de réponse, parce que bien sûr, elle est assez complexe. On va voir que dans ce cas-là, au final, le public va s'y retrouver. Et c'est ça qui peut faire peur, en fait. J'essaie de m'expliquer rapidement. Le public va s'y retrouver, pourquoi? Parce que des voies officielles sont empruntées pour divulguer l'information. C'est-à-dire que le public, par exemple en France, regarde TF1, M6, Cyril Hanouna. Okay, aux États-Unis, il va regarder globalement le même type d'émission, mais aussi il va acheter les journaux, le New York Times, le Washington Post, CNN Politics. Comme en France, en Belgique, je pense que c'est un peu la même chose. Dans le monde entier, c'est la même chose. C'est-à-dire que le public s'informe de façon mainstream, par la presse mainstream, même si effectivement il y a des tendances qui ont un petit peu, qui donnent la part belle aux médias alternatifs, un petit peu comme le tien par exemple. Et comme le tien aussi, on en parlera. On en parlera un petit peu, mais nous sommes tout de même encore une fois des petites gouttes d'eau dans cet énorme océan d'informations. On ne pèse pas grand-chose et on n'a pas les leviers politiques, économiques pour informer le public. Donc là, ils font fort. C'est-à-dire que pour une première fois, le sujet OVNI va être traité par les grands médias mainstream et ils le traitent de façon très simple. Voilà, on a un militaire très haut placé, vous avez vu, hein, on agite la marionnette patriote, beaucoup d'expérience, super sérieux, qui n'a pas encore dit le mot extraterrestre. Donc, vous avez vu, ça tient la route. Donc, du coup, là, le grand public qui dit putain, mince, ah ouais, c'est sérieux, c'est cool, c'est bon, les ovnis existent, terminé. C'est-à-dire que pour une grande partie du grand public, le débat s'est déjà arrêté en fait. Même s'il manque encore beaucoup de personnes à informer, mais un pourcentage de gens disent c'est bon, les ovnis existent, le militaire américain, là, qui est patriote, qui était en Afghanistan, en Irak et tout, qui a fait un super job pour le gouvernement, il nous dit que c'est ça, donc bon, voilà. Donc, on va dire que pour la première fois de l'histoire, le job est déjà fait. Et vous allez voir que c'est là où, un peu plus tard dans la vidéo, on va parler du docteur Stephen Greer. On dit que Stephen Greer nous met en garde, même si je ne suis pas entièrement d'accord
avec tout ce qu'il dit, il y a vraiment quelque chose que je comprends dans ce qu'il dit. Et ça, c'est vraiment effectivement les traits pointus de l'ufologie qui vont le saisir. Le grand public va avoir du mal à comprendre ça. Et pour lui, ce sera une sorte de charabia. Mais c'est là où est la vraie problématique. Moi, ce combat d'information qu'il y a dans l'ufologie, eh bien, en fait, il est un peu similaire dans tous les domaines. On pourrait parler de l'alimentation industrielle et de l'alimentation locale. On pourrait parler de la politique de gauche, la politique de droite. On pourrait parler du gouvernement européen et des gouvernements nationaux. Il y a tellement d'intérêts de chaque côté que pour le grand public est toujours perdu dans tous les cas. Voilà. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas forcément de réponse, mais simplement une analyse du fait que des grands journaux médiatiques, moi j'ai des copains qui croyaient pas forcément aux ovnis, qui me disent putain Nico, t'avais raison, t'as vu le gouvernement, ils en ont parlé, ça y est quoi. Et, effectivement, on n'est pas seul dans l'univers et en plus on est visité. Et là je me dis putain c'est génial, je suis content parce que les gens ont évolué, mais est-ce que les ufologues nous, on n'avait pas vraiment imaginé c'est ce dangereux mouvement que potentiellement veulent ces gens comme Robert Bigelow, Musk et compagnie, qu'on va évoquer un petit peu aussi dans cette vidéo. Alors, on a informé les gens, il y a peut-être des extraterrestres, super, c'est génial, mais par contre, il y a effectivement, eh bien, il y a un intérêt, comme tu l'as mentionné, il y a une grosse histoire d'argent, une grosse histoire de pouvoir, et c'est ce qu'on va aussi découvrir un petit peu dans cette deuxième partie. Est-ce que tu veux que j'explique un petit peu qui est To The Star Oui. Ce serait... Parce que je ne suis pas rentré vraiment dans les détails. Globalement, si tu peux, oui. Oui. Parce que c'est vrai que c'est peu connu quand même. Hein. C'est peu connu. Ouais. Alors, le nom, c'est To The Star Academy Art and Science. C'est ce qu'on appelle une Public Benefit Corporation aux États-Unis. Donc, c'est une structure, une organisation extrêmement complexe pour avoir une boîte aux États-Unis depuis plusieurs années, dans le jeu vidéo, comme tu mentionnais au début. Monter une boîte aux États-Unis, c'est assez facile. Notamment, il y a les structures LLC, B Corporation et tout ça. Mais la structure qu'on choisit, To The Star Academy Art and Science, est très particulière. Pourquoi? Parce que elle permet à n'importe qui, dans le monde entier, d'acheter des shares, donc des parts de cette société, et d'en avoir un usufruit, c'est-à-dire d'avoir des retours directement. Donc, c'est une énorme société très particulière qui a un fonds public. C'est les gens qui la financent, mais c'est les gens qui gagneront de l'argent dessus sur les investissements qui ont été faits. C'est assez compliqué à faire. J'ai posé des questions à un avocat, l'avocat que j'ai à Los Angeles, et il m'a confirmé que c'est très compliqué. En tout cas, de ce qu'ils ont fait, il faut énormément d'appui, énormément d'investissement, énormément de soutien. Donc, c'est pas n'importe qui peut faire ce qu'ils ont fait. Déjà, ne serait-ce que sur la qualité de la structure de la société. Et pour paraître totalement transparent auprès du public, c'est ce qu'ils ont annoncé, c'est venez investir dans notre société, To The Star Academy Art and Science, pour développer ou donner les moyens à des scientifiques indépendants de venir travailler sur le sujet OVNI, sur des technologies de modification de l'espace-temps, sur des technologies de voyage dans l'espace, sur tout un ensemble de domaines dans lesquels ils se sont, on va dire, mis les mains dans le cambouis depuis la création de cette boîte. Alors, le créateur, désolé, j'ai des allergies, le printemps arrive. C'est pas grave. Si je renifle. Tom DeLonge, qui est Tom DeLonge? Donc, c'est le fondateur de ce groupe. Et aussi le fondateur de Blink, vous avez tous connu, musicien, machin et tout ça, pour les générations 80, précédents peut-être moins, et récents peut-être aussi. Mais bon, voilà, tout le monde a entendu parler de Blink au moins une fois. Bah, en tout cas, ils peuvent aller voir maintenant sur YouTube, donc c'est facile. Hein. Exactement, c'est assez facile. Tom DeLonge, et vous allez savoir qui il est. Tom DeLonge étant musicien, n'a pas forcément de background sérieux sur l'ufologie, simplement un passionné. Eh bien, il va essayer de s'entourer de gens très pointus qui vont le légitimiser quelque part. Je ne sais pas si c'est français, c'est pas vous ce que j'ai dit. Dans ce groupe, et il ne va pas faire appel à n'importe qui. La première personne à qui il fait appel, c'est Jim Sullivan. Jim Sullivan, c'est pour ceux qui connaissent le sujet OVNI ou l'information militaire et tout ça, la CIA, tout ça, c'est quelqu'un qui revient régulièrement. Jim Sullivan, c'est un ancien de la CIA,
qui a rejoint donc le groupe de Tom DeLonge. Ensuite, on va parler du docteur Al Puthoff, qui est PhD à Stanford, NSA, donc NASA, qui travaille à la NASA, sur la conquête de l'espace, sur tout un ensemble de travaux en physique assez fascinants. Il a été longtemps décrié pendant quelques années parce que il s'engageait sur des sentiers que la science, on va dire, traditionnelle ne s'engage pas. Et il a rejoint le groupe. C'est aussi un ancien du département de la Défense, hein, elle est tant qu'on y est. Ensuite, il y a un autre personnage qui l'a rejoint, qui est Steve Justice. Donc, certains le connaissent. Steve Justice, c'est le domaine de l'aérospatial, Skunk Works et Lockheed. Donc, c'est les bombardiers américains, il y a les B-2, il y a la base de l'Area 51, Lockheed, bref, c'est l'aérospatial, c'est l'aéronautique. C'est une vraie entreprise très ancienne qui était à l'époque aussi gérée, si je ne dis pas de bêtises, par Ben Rich, qui est décédé, qui Ben Rich, dans un mémo, dira de faire très attention parce qu'il y a les ovnis extraterrestres, mais aussi il y a les ovnis faits par les humains, ce qu'on appelle la rétro-engineering. Voilà. Et on va l'évoquer un petit peu. Très important. Voilà. Puis, il y a bien évidemment Luis Elizondo, Global Security spécialiste des programmes de recherche de Threat Identification de l'espace aérien américain, qui a rejoint. Et vous allez voir, vous allez sur le site To The Star, Academy Art and Science, vous allez voir toute la liste de personnages qui ont rejoint. J'ai pris, moi, ceux que je connaissais d'avant, et vous allez voir que c'est assez bluffant, surtout quand vous allez voir les ramifications politiques et militaires, même économiques, qu'ont ces personnages. C'est pas n'importe qui. Alors, le message est très clair pour To The Star Academy Art and Science, c'est véhiculer un message positif sur le phénomène OVNI auprès du grand public et créer des modules de recherche et des fonds économiques pour les scientifiques qui souhaitent étudier le phénomène avec sérieux et avec des fonds. Voilà leurs deux grands axes qu'ils ont en tête. C'est comme ça qu'ils ont communiqué auprès de leur conférence de presse qui avait lieu au mois d'octobre. Mais ne vous inquiétez pas, je vais revenir là-dessus parce qu'il faut que vous ayez un fil conducteur de comment tout ça s'est mis en place. Parce que vous allez voir, c'est pas, je pense qu'on fera ce fil-là, parce qu'il est vraiment très important. Le dernier point aussi, c'est qu'ils souhaitent reconstruire un objet volant non identifié avec la technologie, du moins la technologie extraterrestre. On verra que Luis Elizondo sous-entend qu'ils ont récupéré, qu'ils ont compris cette technologie. Je vous traduirai exactement ce qu'il a dit un petit peu plus tard. Et on se dit, bon, apparemment, ils ont les capacités, du moins, de reconstruire ce genre d'objet. Ce que d'ailleurs les nazis avaient soi-disant reproduit avec la fameuse technologie Vril, hein, qui, bon, selon les documents, n'est pas forcément extraordinaire. Mais donc, effectivement, il y a une récupération technologique. On le sait bien depuis 1947, hein, il y a énormément, il y a un énorme boom au niveau technologique. On le voit très bien avec nos petits ordinateurs et GSM, etc. et smartphones. Voilà, il y a quand même un bond relativement rapide au niveau technologie. Donc on ne sait toujours pas actuellement officiellement si ce sont des échanges ou si c'est plutôt un vol de technologie. Hein. Alors bon, de toute façon, ça c'est une petite parenthèse que moi je fais. De toute façon, toutes les technologies que nous avons actuellement sont déjà obsolètes. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc bien sûr, en sachant que, comme tu dis, même si on ne rentre pas dans la conspiration, dans tout ça, les technologies que l'on utilise, celles qui sont utilisées par les militaires, il y a 15 ans à peu près d'écart, le temps que les coûts de production, tout ça baisse. Mais comme tu mentionnais, effectivement, on a une explosion, une avancée assez notable de nos technologies à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Je l'évoque d'ailleurs vraiment en détail sur la chaîne que l'on a sur YouTube où j'ai expliqué en détail ce qu'était l'opération Paperclip,
comment des Allemands ont pris la tête de certains groupes de recherche aux États-Unis suite à ce rapatriement des cerveaux. Qu'est-ce qui est arrivé effectivement en 47? Est-ce que Roswell, c'est plausible ou est-ce que c'est un canular? Alors je le décortique pas mieux que Gilles Desbourdet, c'est une certitude. C'est clair, c'est vraiment un peu le spécialiste de cette affaire. Il s'est concentré dessus, il le fait plutôt bien, même très bien. Qui est une affaire plus complexe aussi, encore une fois, que ce qui n'y paraît. Alors, si tu me le permets, Alexis, on va remonter un peu le temps et on va essayer de comprendre comment un peu tout ça s'est mis en place pour que nos auditeurs comprennent que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, que c'est un plan qui est mis en place, méticuleusement orchestré. Et vous allez voir à la fin, ça va susciter encore plus de questions qu'il y en a aujourd'hui. Parce que pour l'instant, il n'y en a quasiment pas. On se dit, bon, ils annoncent des trucs, c'est cool, c'est officiel, c'est chouette. Mais il y a anguille sous roche quelque part, il y a un questionnement. Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Faut pas se leurrer, c'est des anciens de la CIA, des anciens du département de la Défense. Je veux bien croire à un moment donné que ces gens-là sont peut-être des gens bien, hein, pas de problème. Mais quand tu as travaillé pendant plus de 20 ans, 30 ans dans des services d'information, tu ne retournes pas ton t-shirt comme ça. Donc, il y a, à mon sens, quelque chose à aller gratter. C'est pour ça que ça fait quelques années que j'enquête en détail sur cette affaire, parce que j'aimerais bien comprendre quel est leur but ultime. Et je crois qu'on l'a peut-être trouvé. Tout commence donc dans les années 2000, début des années 2000. Tom DeLonge s'intéresse aux ovnis. Il va lire un peu tous les bouquins. Il est totalement fasciné et va tout manger, en fait. Voilà, il va s'informer comme vous, moi, tout le monde, en fait. Et entre 2000 et 2015, pendant 15 ans, il fait que ça. En 2015, il quitte officiellement son groupe de musique qui lui rapporte des millions pour se concentrer sur les ovnis. On va dire qu'il a de l'argent, il n'a plus besoin de s'emmerder à bosser, il peut se concentrer sur sa passion, qui est effectivement les ovnis. Et en février 2015, il raconte à la presse qu'il est en contact avec des extraterrestres. Il dit qu'ils ne sont pas là pour nous faire du mal, il semble avoir vécu une rencontre qui se rapproche d'un enlèvement. Bon, c'est Tom DeLonge, c'est pris un peu en demi-teinte, c'est un rocker, les gens ont quand même toujours un préjugé sur les tatouages, sur l'apparence. Bon, il a peut-être un peu de coke dans le nez aussi. Bon, voilà ce qui va transpirer un peu de ces premiers médias. Les gens ne prennent pas au sérieux. Ils se disent, putain, c'est un illuminé, quoi. Regarde la gueule qu'il a. Bon. Fin 2015, ils fondent une société qui est la fameuse société To The Star Academy Art and Science. On ne sait pas grand-chose. On pense qu'il est tout seul. On pense qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. On ne sait pas vraiment ce que c'est que ce truc. Ça sort un petit peu comme ça sur des petits sites, genre Hollywood Reporter, c'est des gros trucs. Hein. Mais pour vous donner tout de suite quand même l'intérêt que va porter la grosse presse, parce que c'est Tom DeLonge, parce qu'il est connu, quoi. Alors ils attendent le croustillant, parce qu'ils font des vues, parce que tout le monde se fout un peu de sa gueule, globalement. Son objectif, il le mentionne, c'est donner les moyens aux scientifiques d'étudier librement la technologie qui va changer notre futur. Voilà ce qu'il déclare en fin 2015 lorsqu'il crée sa société. On se dit, putain, c'est pas possible. Alors, les ufologues, beaucoup d'ufologues américains, parce que les ufologues français n'ont globalement pas vu passer ces informations, mais les ufologues américains se foutent de sa gueule. Hein. Vraiment, je pense notamment à des gens que j'aime beaucoup, comme Grant Cameron, par exemple. Je me dis, mais attends, c'est qui ce bonhomme? Il sort de nulle part, il raconte des trucs. C'est des belles vérités ce qu'il nous dit. Tu vois, quand il nous dit je vais donner les moyens aux scientifiques d'étudier le truc, on se dit bon, peut-être qu'il va payer parce qu'il a les ronds. Bon. Il dit aussi c'est la frustration de certains membres avec qui il est en contact du gouvernement, mais aussi des scientifiques, qu'il ne se passe rien du côté du phénomène OVNI. Donc ça, c'est ce que Tom DeLonge dit. Il dit j'ai des potes militaires, j'ai des potes de l'information et j'ai des potes scientifiques qui me disent qu'ils travaillent pour le gouvernement et qui sont blasés parce que le gouvernement ne fait rien pour informer le public et tout ça. Bon, autant te dire, Alexis, autant dire à nos auditeurs que vous pouvez les retrouver, les informations. Hein. Vous allez les voir, les articles, hein, vous allez voir les commentaires, vous allez halluciner comme Tom DeLonge se fait massacrer. Mais massacrer, tout le monde se fout de sa gueule. Tu vois, arrête la coke, va te détendre, tu vois, genre de truc. Bon. Comme quoi, on juge aux apparences. Bien sûr. On est dans un monde de connards. Ça, il faut le dire, là, c'est le premier gros mot que j'utiliserais. Tu connais que j'en sors de temps en temps des gros mots. Mais on est vraiment dans un monde de cons où on aime juger l'apparence en permanence. Et bon, c'est dommage.
C'est le monde de l'image, hein. Eh oui. Et malheureusement, c'est un peu la problématique. Eh oui. Alors, notre ami Tom DeLonge ne s'arrête pas là. En avril 2016, donc quelques mois plus tard, il sort son premier livre que j'ai fini. Je n'ai pas lu encore le deuxième parce que c'est vraiment des briques. Son premier livre qui s'appelle Secret Machines Book. Et c'est un livre qui retrace, qui est à la moitié entre la fiction et à moitié avec des faits réels. Globalement, les faits réels du livre, c'est ses rencontres avec les militaires, les scientifiques, les informations auxquelles il a accès. Donc, tout ce que on vous a dit, globalement, les extraterrestres sont là, c'est vrai. Ils nous visitent, c'est vrai. Les Anunnaki, c'est vrai. On est une mutation entre un groupe d'extraterrestres et les humains primitifs originels sur notre planète, c'est vrai. Bon, tout un ensemble de choses. Tom DeLonge prend la parole en disant c'est vrai, il en parle dans son livre et il va donner la parole à différents scientifiques, notamment à Jacques Vallée, notamment à Jim Sullivan, à Dr. Al Puthoff et plein d'autres. Malheureusement, le livre est qu'en anglais. Pour l'instant, ça n'a pas été traduit. Donc, si vous êtes anglophone, vous pouvez le lire. Si vous ne l'êtes pas, ça va être compliqué. En espérant qu'il y ait une traduction un jour qu'un éditeur achète pour pouvoir, ne serait-ce que donner l'information auprès du public, même si je prépare, moi, en tout cas, une vidéo sur ça, pour vous éviter, voilà, parce que ça prend du temps, bref. Oui, bien sûr. Donc, avril 2016, il sort ce bouquin. Et puis, bon, voilà, ça continue hein, sur les forums Tom DeLonge, il fume des pétards, il prend de la coke, il faut qu'il arrête. C'est quoi ce délire? C'est pas possible, personne ne le prend au sérieux pour l'instant. Pour l'instant. Et puis, en octobre 2016, là, c'est l'explosion. Wikileaks, donc Wikileaks, hein, Julian Assange, entre autres, et d'autres personnes, leak tout un ensemble d'emails entre Tom DeLonge et le gouvernement américain. Et pas n'importe qui au gouvernement américain. On parlera de Podesta, donc chef de campagne des Clinton, Hillary Clinton même, et d'un ensemble de personnages. Alors, je vais vous expliquer. DeLonge révèle donc au gouvernement, Tom DeLonge est plus informé sur le sujet OVNI que le groupe Clinton. C'est ce qui transpire à travers les emails. DeLonge révèle que le major général William N. McCasland, qui est une grosse brute, c'est lui qui l'a aidé à créer une équipe de chercheurs spécialisés sur les physiques quantiques et sur les ovnis. Bon, McCasland, si vous cherchez un peu, vous allez voir, c'est un personnage qui est il connaît tout le monde au gouvernement. Peu importe, républicain ou démocrate, il connaît tout le monde. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement puissant. Et c'est lui qui s'associe à DeLonge. Et c'est lui qu'on découvre dans son livre Secret Machines. Et on pense que c'est un délirium. On pense que c'est du délire quand il en parle, quand le livre sort en avril 2016. Bon. Tom, dans les emails, Tom DeLonge dit à Podesta qu'il peut le mettre en contact avec deux super high level du gouvernement pour aider la famille Clinton à faire la révélation sur le sujet OVNI. Parce qu'on sait que, un peu historiquement, les Clinton ont pris régulièrement la parole pour divulguer la thématique OVNI. Alors, on les aime pas, on s'en fout. C'est un autre débat. Alors, je parle juste de faits. Je vois déjà dans les commentaires des gens qui disent « Ouais, mais les Clinton, là, on sait, je sais très bien qui sont ces gens-là. » Mais ce qu'il faut comprendre, effectivement, ils ont un intérêt public que d'autres groupes politiques n'ont pas fait, du moins. Eux l'ont fait. Podesta l'a dit régulièrement. Ils aimeraient, pour eux, c'est un vrai échec que le public ne soit même pas plus informé sur cette thématique. Bon, ce fameux Tom DeLonge, qui est passé du petit canard, reçoit en février 2017 le prix de l'ufologue de l'année par Open Minds, donc c'est un énorme rassemblement d'ufologues, reçoit le prix de l'année de ufologiste. Alors que pendant presque 3-4 ans, on s'est globalement foutu de sa gueule, quoi. Et comme ça, parce qu'il y a eu une suite d'emails sur Wikileaks, les choses commencent à changer. Les emails sont bien évidemment disponibles, hein. Vous pouvez aller les chercher, c'est assez facile à trouver. Allez, on continue parce que c'est pas fini. En mars 2017,
les informations avancent. Bon, ben, les emails de Tom DeLonge avec Podesta et certains membres du gouvernement, avec ses contacts, bon, clouent un peu le bec à certains, mais il y a toujours des grandes gueules, hein, parce qu'il en faut toujours des grandes gueules. Je pense notamment à un personnage que je n'aime pas beaucoup, qui est un podcasteur, un connard, voilà, deuxième fois que je le dis, qui s'appelle Joe Rogan. Bon, vous savez, c'est ce genre d'émissions qui font du buzz sur des sujets. Voilà, mais sur tous les sujets, hein, c'est vraiment, c'est assez merdique, hein. Moi, je suis pas du tout fan de ça, et je m'en suis tapé des heures et des heures parce que il a eu plusieurs invités, et donc du coup, il fallait que j'écoute tout ce qui était dit. Bien sûr. Mais j'aime pas du tout, moi, ce genre de personnage. En fait, ça ne les intéresse pas, les informations que tu leur donnes. Eux, ils veulent faire du buzz dans les commentaires juste après leur émission. Donc, c'est une longue rencontre, une longue interview avec Tom DeLonge et Joe Rogan. Cette interview est surréaliste. Elle est disponible pour nos amis anglophones. Allez-y, elle est peut-être sous-titrée, je ne sais pas. Surréaliste. Tom DeLonge balance quasiment tout ce qu'il sait, comme ça pendant 2 heures. Comme je vous disais, les Anunnaki, la distorsion d'espace-temps, que le gouvernement est au courant, qu'il est en méga contact avec des membres du gouvernement, avec des seniors de la CIA. Ce que disait Bob Lazar est vrai sur le Nupantium 115, sur les propriétés de ce fameux Nupantium. Tom DeLonge dit c'est vrai, c'est vrai. Il dit il y a des choses qui sont fausses, mais il y a des choses qui sont vraies. Je vous dis ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Bon, on sent qu'il est ultra passionné, ça on peut pas lui enlever. On sent qu'il est pas à l'aise, il s'est peut-être tapé un peu trop de coke aussi avant le podcast. Bon, c'est des réflexes de rocker à mon avis. Mais bon, c'est peut-être quelqu'un aussi d'effectivement très stressé, on le sent, je l'ai vu moi des fois dans des positions où il se stresse très rapidement. Bon, voilà. C'est pas un sujet, voilà quoi, c'est pas facile à. Non, et puis bon, j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut aussi, oui. C'est sa santé, à la limite, moi je m'en fous. Oui, voilà. Et ça n'a pas de propriété non plus hallucinatoire, hein. C'est pas comme la marijuana qui a des propriétés hallucinatoires, la cocaïne ce n'est pas le cas. Bon bref, je sais, c'est parce que je dis ça parce que je lisais les commentaires, et dans les commentaires je lisais tout ça, et donc du coup je suis allé me renseigner sur des sites tu vois, médicaux, quels sont les propriétés, parce que ça se trouve, bon, je me disais, ça se trouve, il est coqué et puis il hallucine, quoi. Moi, j'y connais rien. C'est pas du LSD, en fait, hein. Voilà, c'est pas du LSD, il y a vraiment une différence. Bon, encore une fois, je ne sais pas, mais c'est pas impossible. Il écrit souvent en méga stress, mais ça n'empêche que les informations qu'il donne sont consistantes, elles tiennent la route, même si Joe Rogan, à la fin de l'interview, une fois que son invité s'est barré, il se fout de sa gueule et va démonter Tom DeLonge pendant des semaines et des mois régulièrement à sa radio. D'ailleurs, on est en mars 2017. Il dit bon, c'est du pipeau. C'est sympa ça. Pipeau, c'est voilà. Et tout le monde, hein, même les ufologues américains le disent. Hein, c'est du pipeau. Il y a eu quelques emails, bon, avec Wikileaks, mais c'est retombé un peu comme un soufflet. Parce que même si à travers les emails on voit qu'il a une connexion, bon, il n'y a rien forcément de concret. Donc ça retombe un petit peu. Ça retombe un petit peu. Et puis, entre mars 2017 et octobre 2017, il y a des conférences. Des conférences OVNI aux États-Unis. On évoque peu Tom DeLonge. On se pose, oui, bon, c'est le mec qui a voulu faire le beurre sur ses livres, il a buzzé. C'est ses connexions qui lui ont permis d'avoir des contacts avec le gouvernement. Il n'est pas vraiment pris au sérieux, malgré le prix qu'il prend, mais même si le prix, on sent que c'est un prix. C'est un faux prix, quoi. Hein, tu vois, le prix de l'ufologue par Open Mind, c'est un faux prix. Bon. Octobre 2017, là, c'est la révélation fracassante. Il prend la parole sur son Twitter et il dit la semaine prochaine, il y aura une conférence de presse. Ce que vous avez tant attendu va être officialisé. Donc, on est aux alentours du 20 octobre, je ne sais plus exactement quel jour. Grande conférence, elle est disponible sur Internet, conférence de presse. Donc, dans un superbe hall, avec une présentation très américaine, très scientifique, très propre, machin. Et il fait venir donc sur le stage, donc lui, il parle, que ça a toujours été sa motivation d'informer le public, mais que le gouvernement ne fait rien, qu'il est temps d'aller de l'avant parce qu'on pourrait définitivement faire évoluer énormément le monde dans lequel on vit, d'un point de vue des communications, d'un point de vue des transports. Nous avons déjà la technologie qui nous permet ce genre de choses. Alors là, tu vois, ça interpelle quand même. Hein. Et là, il fait venir sur le stage, ça y est, des noms et des gens. CIA, département de la Défense, Skunkworks, Jim Sullivan, Dr. Alputov, Louise Elizondo,
et plein d'autres, Steve Justice et d'autres. Et on voit des gens que, en tant qu'ufologue, on voit vraiment ces gens prendre la parole à côté de ce jeune homme, parce que c'est un jeune homme, hein, il a mon âge, et on se dit merde, là ça fait un choc en fait, tu dis putain, il a réussi là où on a tous échoué. C'est-à-dire que les ufologues qui ont toujours cru qu'ils pouvaient changer les choses tout seuls par le biais de livres se trompent. On peut faire changer les choses avec un groupe, un groupe de chercheurs, avec un groupe qui a un accès à un intérêt commun. Et du moins, c'est ce que là, je prends toujours des pincettes, hein, mais c'est du moins ce que là nous démontre Tom DeLonge, c'est qu'il a réussi, malgré son statut de rocker, peut-être un peu coquet, peut-être un peu Jones, un peu passionné, parce que lui, on voit qu'il est extrêmement passionné par le sujet. Les autres, on voit que c'est plus informatif, c'est assez militaire. On sent que lui, il est motivé, il a attaqué dedans et il veut vraiment que le public comprenne qu'on est en train de nous mentir et qu'il faut qu'on ouvre les yeux sur ce sujet-là. Aujourd'hui, il y a quasiment plus de débat sur l'existence de ces objets volants non identifiés. Le débat, il est sur quelle est leur provenance. Qu'est-ce que c'est? Mais ces objets sont là, ils nous observent, on les observe. Qu'est-ce qu'ils font là? Et c'est une vraie avancée d'information à ce moment-là. Et comme je vous le disais, donc ces gens prennent, je vous invite, hein, je ne peux pas retranscrire moi la conférence, je vous invite à aller la regarder, c'est intéressant, avec beaucoup d'informations, on sent qu'ils en savent beaucoup plus que ce qu'ils n'en disent, mais c'est là où on se rend compte qu'il y a un plan. Et à la suite de la conférence, après avoir présenté son équipe, il dit, dans quelques temps, on vous démontrera qu'on est capable de divulguer de l'information classifiée auprès du grand public de façon officielle. Donc de démontrer que depuis 60 ans, il est impossible de faire aux États-Unis, eux vont le faire en quelques semaines. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, parce que là, on a vu que c'était depuis 2014-2015. C'est quelques années, ils ont mis ça en place longtemps, c'est une longue discussion, et encore, on ne sait pas encore tout. Moi, j'ai des doutes sur certaines choses, mais je ne peux pas en parler parce que je n'ai pas assez de sources vérifiables pour l'évoquer. Mais ce qui se passe, donc on est aux alentours du 20 octobre 2017, entre le 16 et le 18 décembre 2017. Donc là, on retourne au début de notre vidéo. Luis Elizondo prend la parole au Washington, New York Post et CNN Politics pour officialiser qu'il y a vraiment un programme de recherche sur les ovnis aux États-Unis. Et c'est là que, en fait, tous ceux qui ont détesté DeLonge, tous ceux qui ont dit que c'était des conneries, ont commencé à faire quelques mea culpa. Il y a eu des trucs intéressants, je pense notamment à Grant Cameron, que j'aime beaucoup, qui aujourd'hui suit son information régulière. Et donc, du coup, bon, on sent qu'il y a vraiment aujourd'hui un sorte de retour et que ce que DeLonge transpire par sa société et surtout par Luis Elizondo pour le moment, intéresse au plus haut point un peu la communauté scientifique, la communauté militaire. Je vois beaucoup de scientifiques aussi qui étaient croyaient pas aux ovnis, je pense notamment à Tyson, qui est un Américain assez connu pour ceux qui le suivent. Ils sont en train de changer un peu de discours. Ou je pense notamment à des groupes d'information et qui disent tiens, c'est intéressant, effectivement, le sujet est en train d'évoluer. Bon, ce n'est que le début d'une divulgation officielle, tout ça instauré par Robert Bigelow il y a plus d'une quinzaine d'années. En tout cas, un avis que j'ai envie de partager, c'est vrai que c'est quelque chose qui, comme tu le sais, Nico, voilà, aux États-Unis, c'est vrai que c'est finalement un continent, un paradoxe, j'ai envie de dire, parce qu'il y a énormément à la fois de mensonges, de vérités, et puis tu as un gouvernement qui fait des cachotteries pendant des années, pendant des décennies, et puis tout d'un coup qui vont commencer à divulguer certaines choses. C'est pas quelque chose qu'on verrait ici en France et en Belgique, ça, hein, Nico? Très clairement, comme tu le disais, on va faire cette vidéo en plusieurs parties. Oui, bien sûr. Ce que je vais faire, c'est qu'on va, pour rebondir à ce que tu dis, parce que ça c'est vraiment le point un peu final en fait de cette première partie, parce que on se rend compte que c'est la question légitime qui a à se poser. Je vais vous lancer quelques pistes et on conclura sur le docteur Steven Greer que je vous ai promis au début, parce que franchement, elle pourrait faire 4 heures la vidéo. Hein.
C'est pour ça, je pense, voilà, c'est compliqué. Tu oublies quand tu veux. Tu oublies quand tu veux. Écoute, on reprend un rendez-vous et puis on se refait une deuxième partie parce que c'est vraiment une longue histoire et il va y avoir vous allez voir, hein, je vais vous évoquer certaines choses qui sont très importantes. Bon. Alors, pour faire écho à ce que tu dis, effectivement, entre désinformation, information, c'est la clé. C'est l'information. Comment on divulgue l'information depuis la guerre froide dans nos médias, à travers les services militaires. Je vous invite à lire un livre de François Parmentier, 60 ans de désinformation sur les ovnis, si ce n'est pas déjà fait. Il vous expliquera de façon très didactique comment fonctionne l'information avec les différents levels d'information, quels sont les objectifs, pourquoi la CIA a mis ça en place, comment ça fonctionne. Bref, c'est très, très, très intéressant. Et ça vous aidera très clairement à répondre à la question mais pourquoi on ne peut pas en parler de façon publique? Parce qu'il y a des intérêts économiques. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que ce qui se passe avec Tom DeLonge, je ne pense pas que ça pouvait avoir lieu sous une administration démocrate. Pas que je sois pro-démocrate ou anti-républicain ou vice-versa, c'est pas du tout la question. C'est que je ne pense pas que ça pouvait avoir lieu sous ces emprises démocrates. Je pense notamment au Clinton et à Obama. Ça ne pouvait pas non plus avoir lieu sous on va dire sous une administration traditionnelle républicaine. C'était pas possible non plus. Pas sous les bouches. Donc vous allez me dire, mais alors. Pas sous les bouches, ouais. Pourquoi? Parce que la première, les républicains sont traditionnellement très en place dans le système de la CIA. La famille Bush a été à certains postes très élevés de la CIA, notamment directeur. Je pense notamment pendant l'assassinat de Kennedy, c'était Doole qui était à la tête. Des gens assez machiavéliques qui ont renversé des pays. Je pense encore une fois notamment au Chili dans les années 70. Donc il y a historiquement, les républicains ne peuvent pas aller contre la CIA, et vu que c'est la CIA qui chapeaute un petit peu toute la question OVNI, ça ne pouvait pas avoir lieu. Ensuite, les démocrates, eh bien, c'est un peu la même chose que nos amis républicains. De temps en temps, ils brandissent le drapeau, oui, on veut divulguer l'information sur les ovnis, mais bon, ça va jamais vraiment très loin. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi affaire au poids des institutions qui se dressent contre eux. Par exemple, quand on a un homme comme Obama au pouvoir, la CIA peut être opposée politiquement à Obama, et donc du coup mettre des bâtons dans les roues. Le need to know américain, dans l'esprit du renseignement, le président n'a pas besoin de savoir sur certains dossiers. Je pense à certains notes de présidents américains, Kennedy, Ronald Reagan, Jimmy Carter, qui ont demandé tour à tour des informations sur le sujet OVNI, ils se les sont vus refuser. Cela montre que les institutions internes sont plus puissantes que ceux qui dirigent en fait le pouvoir. Bien sûr, bien sûr. Ceux qui dirigent, ce sont des intérimaires. Quelque part, ils sont là en place 4 ans, 7 ans, 8 ans en fonction des pays, pour agiter et amuser la foule. Mais il y a quelques années, l'establishment s'est effondré. On va dire que même des mecs extrêmement puissants comme George Soros, qui détient une grande partie de l'information américaine, n'ont pas pu mettre des bâtons dans les roues à Donald Trump. Donald Trump, c'est effectivement ce petit canard que les gens n'aiment pas, mais parce qu'on sent que le personnage est déjà pas vraiment aimable, il est assez détestable, il a des réflexions de temps en temps sorties d'un autre temps, c'est indéniable, on pensera au mur pour les Mexicains, on pensera à d'autres choses. Bon, c'est indéniable. Par contre, ce que je reproche, moi, à la presse européenne, et pourtant j'ai vécu aux États-Unis, hein, donc moi j'écoute aussi un peu ce qui se dit, je regarde l'opinion est assez élevée sur Donald Trump en ce moment, il est à 2 points en dessous d'Obama à la même période, donc il n'est pas si négatif, hein, il est toujours apprécié, il est toujours dans des choix très particuliers, on va dire que c'est un pro-américain, et qu'il fait tout pour que l'Amérique reste numéro 1. Donc, ce qui est logique que l'Europe le déteste. C'est logique hein, que l'Asie le déteste. Mais il est en train de faire des petites choses qui sont intéressantes. Je pense notamment à la Corée, parce qu'on nous a agité pendant des mois sur des journaux très mainstream, je pense au Figaro, Le Monde, l'Express et compagnie. Attention, la guerre avec la Corée, enfin la Corée du Nord, la Corée du Sud, puis Trump qui picote et tout. En attendant,
Aujourd'hui, il n'y a pas de guerre. C'est globalement une initiative tripartite entre la Corée du Nord, la Corée du Sud et l'administration Trump, où la Corée du Nord, pour la première fois de son histoire, est en train d'évoquer le désarmement. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le mainstream, donc l'entreprise du mainstream, républicain démocrate, et puis tous ces énormes compagnies pétrolières qui appartiennent à ces familles richissimes qui ne font pas partie de la famille Trump. Attention, hein, c'est ça la différence. Eux veulent que les Américains aillent faire la guerre en Corée du Nord. Pourquoi? Parce que la Corée du Nord abrite entre 6 000 milliards et 10 000 milliards de ressources non forées, ce qui est gargantuesque, qui en fait un des pays les plus riches au monde, non forés, je dis bien. Donc, ils veulent que l'Amérique aille faire la guerre là-bas, comme elle l'a fait au Moyen-Orient, comme elle l'a fait en Amérique du Sud, pour aller récupérer ces matières. Bon, vous allez me dire, on s'égare un peu du sujet, mais pas tant que ça, vous allez voir pourquoi. Parce que Donald Trump est un businessman, on aime ou on n'aime pas, peu importe, moi je suis pas très fan, mais bon, voilà, c'est un businessman. Il n'a pas d'argent plus que ça, je dis bien, il en a, hein, mais plus que ça, dans le pétrole et les énergies du moment, donc le gaz, les pierres, tout ça. Donc lui, de son point de vue, il dit, mais putain, pourquoi j'irais risquer ma réputation, mes troupes, j'ai aucun intérêt à aller en Corée du Nord pour des choses qui vont être forées pour d'autres entreprises qui s'opposent à moi dans mon pays, dans mon propre pays. On parle notamment de toutes ces sociétés qui soutiennent les républicains ou qui soutiennent les démocrates. Et c'est la même chose en France, en Belgique aussi. On va avoir le groupe Dassault qui va soutenir, je dis peut-être Le Monde ou le Figaro, le groupe Lagardère qui va faire un truc, le groupe Bouygues Télécom qui détient TF1 et machin et machin. Tous les systèmes d'information sont détenus par des géants économiques qui ont des intérêts économiques à défendre. C'est pour ça qu'on a cette haine massive contre Trump en Europe, parce que ceux qui nous informent ont des intérêts économiques, leurs actionnaires ont des intérêts économiques, et donc du coup poussent telle ou telle information. Donc on y vient au sujet OVNI. Trump se dit, moi j'ai pas d'intérêt économique dans le pétrole, trop dans le gaz, dans tout ça, j'ai pas grand-chose. En tout cas, c'est pas là où je fais de l'argent. Bon. Par contre, il y a un bonhomme que j'aime bien. Il y a un deuxième bonhomme que j'aime bien, qui eux font pas mal d'argent et qui, au regard des informations que j'ai, nous démontrent qu'on peut redevenir les leaders sur une nouvelle technologie. Tiens, j'aime bien Robert Bigelow et j'aime bien Elon Musk. Même si Elon Musk ne s'affichera pas officiellement avec Trump, parce que c'est pas bon pour les affaires, mais est-ce qu'il est déjà arrivé dans l'histoire du monde, dans l'histoire des États-Unis, qu'une société privée lance elle-même quelque chose dans l'espace avec autant d'informations dans les médias, dans les journaux, que ce qui est arrivé il y a un mois avec Elon Musk? Ça n'est jamais arrivé, c'est historique. Sachant que, historiquement, la NASA n'a jamais été en concurrence avec aucune société dans le lancement dans l'espace. Je dis bien, elle est en concurrence sur certaines choses, des produits, des fabrications, du matériel, mais sur les lancements en espace, c'est toujours la NASA globalement qui est leader. C'est la première fois que ça change, que Trump va mettre la NASA en compétition avec d'autres sociétés. Donc, il la met en compétition avec des sociétés comme Bigelow Aerospace, où il la met en compétition avec SpaceX, parce qu'il sait qu'il y a un intérêt économique pour lui aller donner du pouvoir à ces sociétés privées, vu que lui il vient du privé, vu que lui il a fait sa vie, sa carrière, son argent via le privé. Donc on est dans une confrontation quelque part aussi du privé et du public qui est délicate. Chacun ira de son ressenti, mais encore une fois, n'ayez pas de conclusion hâtive, parce que on ne sait pas encore toute cette affaire-là. C'est ce que je vous ai dégrossi après des mois et des années de boulot. Il semblerait donc que le gouvernement américain actuel ait un intérêt économique à laisser Bigelow, Elon Musk faire la nouvelle conquête de l'espace, en y injectant eux-mêmes des billes, en forçant la NASA à soutenir ces organismes privés sur des nouvelles technologies qui vont être mises en place dans les années à venir. Donc, on évoque pas mal de technologies. Il y a des technologies, la modification de l'espace-temps pendant un court instant, qui est mentionnée par Luis Elizondo, et ça, on en parlera dans une autre vidéo, parce que c'est très complexe. Il y a cette grande idée de révolutionner la communication et le transport sur notre planète et en dehors de notre planète. Tom DeLonge reprend effectivement
l'idée de l'énergie libre émise par Nikola Tesla, qui est aussi soutenue par Dr. Steven Greer. Et là, je vous fais cette transition. Après, je pense que tu auras quelques questions. Cette transition sur le Dr. Steven Greer. Dr. Steven Greer, comme on disait au début de cette vidéo, c'est quelqu'un qui œuvre pour l'information auprès du public sur le sujet OVNI. Il a fait quand même un boulot assez remarquable sur tout un ensemble de témoignages, de sujets auprès des militaires. Il a fait quand même du bon boulot. Il est apprécié. Il est aussi détesté. Je pense qu'en France, il y a certaines personnes qui le détestent, des ufologues qui le détestent, qui pensent que Dr. Steven Greer fait partie de la désinformation. Il pense que Dr. Steven Greer fait partie soit de la CIA et tout ça. Pourquoi on accréditerait le Dr. Steven Greer de faire partie de la CIA et de faire partie de la désinformation plus que Luis Elizondo, Tom DeLonge et compagnie? Voilà ma question. Je pense qu'il ne faut pas deux poids, deux mesures. Non, bien sûr. Non, ça je suis d'accord avec toi. En parlant de faits vérifiables, DeLonge, Bigelow, Luis Elizondo, Sonny Vann, Puthoff, Steve Justice ont tous un vrai passé militaire, hormis un peu DeLonge, sauf qu'il a trempé dedans, mais par ses informations en tant qu'informateur. Eux, ils sont encore dedans. Souvenez-vous ce que dit Luis Elizondo, j'ai encore un accès au Pentagone. Par contre, eux, les ufologues américains, ils sont moins suspicieux parce que c'est officiel. Et si le docteur Steven Greer avait raison, le docteur Steven Greer nous met en garde depuis quelques années, avant toute cette affaire, que le gouvernement américain va officialiser les OVNI, et officialiser leur existence, et va nous faire comprendre très clairement qu'il y a un risque de sécurité nationale et qu'il faut s'armer, qu'il faut créer des armes, créer des vaisseaux et s'armer. Et il le dit même, il va jusqu'au bout. C'est déjà fait. Les vaisseaux, apparemment, il y aurait 2 ISS, 2 énormes vaisseaux qui pourraient simuler une attaque extraterrestre. Tout ça est déjà fait. Ça, ce sont les informations du Dr. Steven Greer, c'est ce qu'il nous dit. Certaines sont vérifiables, d'autres ne le sont pas. Mais il nous le dit, ça prendra l'apparence à travers les grands médias, des gens qui vont vous rassurer, qui vont vous dire que effectivement les ovnis sont là, mais qu'ils nous visitent et que potentiellement c'est un danger et qu'il faut relancer l'armement. Et c'est là où j'interviens et je vous pose la question. Vous pensez que Trump investit de l'argent pour faire quoi? Pour faire des écoles, pour faire des crèches, ou plutôt pour faire de l'argent par l'armement? Historiquement, les États-Unis, en 2001, après le choc du 11 septembre, l'explosion du marché militaire de l'armement a explosé. Aujourd'hui, ils se cannibalisent, ça marche moins. Il y a moins de choses. Malgré le nombre de guerres qu'on lance, ça marche moins. Est-ce que le gouvernement, est-ce que ces militaires seraient capables de simuler une invasion extraterrestre dans le ciel pour nous faire peur, pour se réarmer, relancer une économie qui est en train de mourir? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est plausible? Chacun va y son feeling, mais force est de constater qu'il y a 2 camps. Il y a le camp de Steven Greer, qui est extrêmement informatif, qui fait du bon boulot, qui nous met en garde sur ce que peut révéler nos gouvernements par une voie officielle et se servir encore de nous. Parce que c'est ce que pense Steven Greer quand il mentionne le groupe Bilderberg, par exemple, qui pense que leur but à terme, c'est qu'on ne soit plus que maximum, je ne sais plus, je crois que c'est 700 000 ou 800 000, un peu moins d'1 milliard sur la planète, donc c'est un génocide à côté, pour relancer une économie totale, et puis aussi parce qu'ils sentent qu'on est trop nombreux et que les reines de l'information, on le sent aujourd'hui, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le public qui est en train de mieux en mieux s'informer, donc c'est ce qui nous met en garde Greer. Et puis d'un autre côté, on a pour la première fois de l'histoire des militaires qui sont en train de nous dire que les ovnis existent, donc on a envie de les croire, on a envie surtout d'aller dans leur sens.
on est déchiré. Je n'ai pas encore trouvé, moi, une réponse très claire, nette qui a raison. J'en débat souvent avec mon épouse et on en débattra aussi, je crois, c'est jeudi soir sur ma chaîne, on aura un débat, Grire ou Delonge, pour donner la parole aussi aux auditeurs, parce que c'est intéressant d'avoir aussi, parce qu'il y en a plein qui connaissent le sujet quand même, donc d'avoir vos ressentis. Il y a peut-être des informations sur lesquelles nous sommes passés à côté, Alexis et d'autres ou moi. Voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je te conclurai un peu cette première partie. Comme ça laisse peut-être aux gens le temps de se poser les questions. Et sur la deuxième… Oui, bien entendu. Oui, on les soumettra d'ailleurs lors de ta prochaine venue. Je crois que ce sera vraiment intéressant que les auditeurs s'impliquent un petit peu aussi. Je pense que, voilà, encore une fois, comme tu l'as très bien dit au début, tu as la plupart des gens qui travaillent des 8 heures par jour, voire 10 heures par jour et plus, n'ont plus le temps de s'informer sur tous ces sujets qui sont, je pense, galvaudés de plus en plus. Alors c'est vrai que l'ufologie a vécu un boom en France pendant des années, ensuite pour un petit peu retomber, je veux dire, dans les oubliettes, parce que pour l'instant c'est… Voilà, exactement. Il y a eu une espèce de chape de plomb, je dirais, voire un désintérêt du public en tout cas, avec très très peu d'informations filtrées, dévoilées, etc. En tout cas, sous nos cieux, parce qu'aux États-Unis, comme tu dis, c'est plus ou moins chaque jour. Enfin, on pourrait vraiment faire tout un catalogue par rapport à ça. C'est vrai qu'ici en Europe, il n'y a pas cette investigation, en tout cas auprès des autorités, ça on est bien d'accord. C'est surtout, voilà, encore une fois, je pense à chacun et à chacune de glaner des informations. Alors c'est vrai que dans l'ufologie, ça c'est vraiment un petit détail, mais qui n'en est pas un. Je pense que parler anglais, c'est comme en informatique et comme dans plein d'autres domaines, est quelque chose qui devient de plus en plus obligatoire si on veut un petit peu s'informer. Alors Stephen Hawking, c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, il disait encore que, en tout cas je pense enfin lui en tout cas préconisait de faire attention si une civilisation extraterrestre venait à rencontrer, disons, l'humanité, parce que d'après lui, il a mis comme ça une petite info entre deux phrases avant de partir, en disant qu'il fallait faire vachement attention à ces êtres qui n'étaient peut-être pas si… Il y a aussi, on le rappelle quand même, qu'est-ce que je raconte Ronald Reagan, pardon, qui disait dans les années 80, voilà, est-ce que la rencontre avec une civilisation extraterrestre pourrait faire que l'humanité pourrait un petit peu mieux, disons, s'entendre. Ça, c'est vraiment quelque chose que oui. Alors, le Blue Beam… Voilà. Stephen Hawking, j'aime beaucoup Stephen Hawking, mais je suis pas forcément… Est-ce qu'il fait partie du mainstream? C'est la question qu'on pourra toujours se poser. Parce qu'il dit… il est tellement intelligent, un QI tellement énorme, mais comment il peut passer à côté de ça? Il est inévitable que nous sommes pas seuls dans l'univers. Il est absolument inévitable qu'il y ait autant de civilisations aussi développées que la nôtre, moins développées que la nôtre, plus développées que la nôtre, tellement il y a de probabilités mathématiques dans cet univers. Il est aussi probable que, au regard de ces observations, qu'ils viennent nous visiter. C'est là où je rejoins quand même un point du Dr Steven Greer, c'est que s'ils avaient voulu, s'ils étaient mauvais, méchants, ça ferait déjà longtemps qu'ils auraient déjà détruit notre planète. Cela montre à quel point ils sont potentiellement pacifistes, qui ne font que nous observer. Parce que ces observations d'objets de volants, il n'y a que le grand public qui croit que ça a quelques semaines ou quelques mois. Mais nous qui sommes dedans depuis longtemps, ça fait des siècles que c'est là. Donc, s'ils viennent nous observer, ils nous observent, ils nous ont inséminés, ils s'en vont, ils n'ont pas peur de nous. Donc, ils ne sont pas là pour nous détruire. Par contre, que le gouvernement fasse croire au public, comme il le fait avec des films comme Independence Day, Men in Black, Mars Attack, en les désinformant qu'ils sont potentiellement dangereux, qu'ils sont aussi moches que dans ces films-là, les gens vont dire oh, putain, il faut qu'on s'arme. Moi, j'aime le terre-à-terre. Regarde comment va notre monde à l'envers, Alexis. On n'est déjà pas capable d'accepter des différences avec un black, avec un gris,
avec un Asiatique, avec un Indien. On n'est déjà pas capable de se tolérer entre gros et maigres. On n'est pas capable de se tolérer entre ceux qui votent à gauche ou à droite. Mais alors imagine s'il y avait une civilisation ailleurs. C'est nous le problème. C'est nous le problème. Donc essayons de trouver plutôt un chemin pacifique de communication. Et c'est là pourquoi ce débat, je pense que ce débat est très intéressant de savoir, est-ce que c'est Delonge ou Greer? De quel côté il faut que le public se rallie? Est-ce qu'on veut la guerre ou est-ce qu'on veut les accueillir pacifiquement? Bon, je laisse les commentaires. Question ouverte. De toute façon, parce que c'est vrai que, voilà, il y a, comme tu dis, chacun y va de son petit intérêt, chacun veut toujours prier pour sa chapelle, donc ça c'est un peu le souci, c'est toujours finalement très individualiste. Or, c'est quand même une question très importante par rapport à l'histoire de l'humanité, puisque, comme tu as dit, d'où venons-nous, qui sommes-nous, ce ne sont pas que des questions philosophiques. Je pense que ce sont des questions qui sont presque ufologiques pour le coup. On pourrait presque les intégrer à toutes ces révélations. Alors, effectivement, comme tu as très bien dit, je pense qu'on va de toute façon se revoir. On va en profiter. On va profiter que les personnes aient le temps de digérer parce que tu as exposé aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant. Je pense qu'il est de toute façon, encore une fois, intéressant d'aller sur tous les pans, sur tous les détails de l'ufologie, quelle qu'elle soit, qu'on soit pour telle ou telle partie. Peu importe, je pense que de manière de nouveau, et je le répéterai jamais assez, de manière holistique, il faut vraiment voir vraiment toutes les facettes pour, disons, avant de mettre donc un jugement et surtout un avis définitif. Voilà, parce que je pense que c'est un livre qui restera ouvert encore très longtemps, tant qu'on ne posera pas les bonnes questions, tant que le public peut-être ne s'impliquera pas aussi dans la question ufologique. C'est très bien de regarder des vidéos comme on fait nous, mais c'est encore mieux si le public pouvait un petit peu commencer à s'intéresser de plus en plus au sujet. Encore une fois, je pense qu'il y a une volonté aussi à ce que l'ufologie soit un petit peu passée aux oubliettes, parce que c'est quelque chose qui, encore une fois, si elle devait passer avant des émissions d'Hanouna, là, je pense qu'il devrait un petit peu se poser des questions. Mais voilà, c'est vraiment intéressant. Je pense que donc cette première vidéo va vous inviter effectivement à laisser des commentaires, des questions surtout, parce que j'espère qu'on pourra à ce moment-là les poser à Nico lors du prochain rendez-vous. Et voilà. Donc, alors c'est vrai que Nico, toi tu as également une chaîne YouTube, tu as énormément de cordes à ton arc, donc tu organises des lives plus ou moins chaque semaine, je pense, pour l'instant, à un rythme quand même assez... parce que bon, alors tu es quand même jeune papa aussi pour l'instant, donc tout récent, donc encore félicitations pour ça, et c'est vrai que... Et à ta femme aussi, Marina, hein, qui participe au live avec toi, et voilà, comment est-ce qu'on peut justement participer à ces lives, etc. Dis-moi tout. Donc c'est sur la chaîne... sur notre chaîne. La chaîne, vous la trouvez soit en tapant Nico et Mariana, soit vous pouvez... en tapant recherche enquête études alternatives. Donc comme le disait Alexis, tout est toujours traité en live, il n'y a pas de vidéo enregistrée, tout est en live pour laisser justement vous, les auditeurs, échanger sur plein de sujets. Donc on a abordé le complot dans sa globalité en plus de 10 heures de vidéo sans complexe. On a abordé tout un ensemble de sujets sur la survivance de l'âme, on fait un vrai travail de fond, notamment avec le côté OVNI, et puis on vous emmène aussi régulièrement. On est parti au Japon pour faire découvrir une autre culture vis-à-vis en fait de tous ces sujets qui nous passionnent, hein, tu vois, la survivance de l'âme, les croyances, la spiritualité et tout ça, parce qu'en fait tout se rejoint un petit peu. Absolument. C'est une évidence. Il n'y a pas plusieurs boîtes, hein, c'est une grande boîte avec tout, quoi. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne si vous avez envie de nous faire un coucou avec grand plaisir. Écoute, ce sera avec grand plaisir qu'on se reverra. De toute façon, je laisserai le temps quand même aux auditeurs de poser des questions, et je pense que tu as encore énormément de détails à nous exposer, parce que tu es, on l'entend, hein, passionné par ce sujet. C'est d'ailleurs quelque chose qui finalement est assez récent, puisque tu exposes finalement cette passion à l'ufologie. Avant, on te connaît surtout pour tout ce qui est paranormal,
Donc voilà, fantômes, etc. Mais l'ufologie, voilà, comme tu l'as très bien dit, tout ça est de toute façon lié. Et voilà, je pense qu'il est très important de partir sur plusieurs sentiers, comme je le dis à chaque fois. Exactement. Moi, je me suis, tu vois, sur les fantômes, sur la question de la survivance de l'âme, c'est comme ça que j'aime beaucoup les énergies. Oui. Ma conviction aujourd'hui, c'est que c'est lié probablement au temps, probablement à des univers jumelés, parallèles. Je pense que les domaines des sciences nous apporteront certaines réponses de ce côté-là dans les décennies à venir. J'espère un peu plus tôt, mais je pense qu'on se dirige plus vers ça. Et puis, comme je te disais, les ovnis, j'osais pas en parler parce que c'est un sujet qui est déjà extrêmement bien jalonné de gens très pointus. Donc, je me suis dit, tu prends ton temps et une fois que tu connais bien un pan du sujet, une fois que tu gères bien le truc et personne n'en parle, parce que c'est ça, j'en parlais avec Gildas Bourdet il y a encore quelques semaines, que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer sur la chaîne et tout, elle me disait, mais c'est un sujet qui n'est pas encore abordé en France, tu as raison de le pousser. Et puis, vu que moi, j'ai vécu aux États-Unis, donc je connais, j'ai pas mal de liens. Donc, du coup, c'était l'occasion. Je me dis, allez, vas-y, je le fais. Je me lance. Et pour l'instant, je vais être honnête avec toi, c'est très bien. J'ai beaucoup de retours, même de gens professionnels du milieu, oui, qui me disent, non, c'est bien, il faut des jeunes. Il y a eu Lumière dans la nuit, chez Nuria, d'autres ufologues un petit peu plus en sous-marin, qui me disent, non, vas-y, c'est bien, il faut que tu prennes la parole, parce que eh bien, il y a une certaine ufologie qui reste cantonnée toujours au même sujet, en fait. Et donc, du coup, là, ça fait du bien d'avancer, mais vu que tout le sujet est uniquement en anglais, je sais pas, peut-être en Belgique, vous avez moins ce problème-là, mais en France, on a quand même le problème de la langue. Les Français parlent pas super bien anglais, donc… Oh, bah… Il y en a aussi ici, il y en a aussi, bah oui. Mais oui, c'est vrai que voilà, sur des langues germanophones qui de toute façon sont un peu plus implémentées, on va dire, chez nous, c'est vrai. Voilà, donc en tout cas, écoute, je te remercie infiniment pour avoir passé du temps. Et j'invite de toute façon les auditeurs à s'abonner à la chaîne de YouTube de Nico et Mariana, parce que vraiment, voilà, il y a une foultitude d'interviews, il y a même quelques intervenants qu'on a eu en commun, Dan, Damien, etc. Et donc voilà, vraiment, j'invite les auditeurs donc à poser des questions par rapport à ce que vous venez d'entendre. Et surtout, de toute façon, nous on se retrouve de toute façon comme d'habitude vendredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Donc abonnez-vous, partagez, commentez, etc. Et voilà. Donc comme je vous dis encore une fois, allez voir donc la chaîne de Nico pour participer au live. Je pense que c'est intéressant. Et comme tu dis, Nico, la jeunesse en ufologie, elle se fait rare. Donc voilà. Donc je pense qu'il est temps qu'on passe un petit peu à autre chose. On est quand même en 2018. Hein. Comme dirait Margret, l'ufologie, tôt les boulons, ça suffit. On passe à autre chose. Voilà. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. À tout bientôt. Au revoir.